Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition. Hier, jeudi 7 avril, c'était la journée mondiale de la santé, une journée qui s'est intéressée à la question de la santé par l'alimentation. Que mangeons-nous? Sommes-nous à l'abri des maladies eu égard à ce que nous consommons? Nos reporters avec à leur tête Franck Quadio se sont rendus sur les marchés et autres lieux de restauration. On regarde. Il n'est pas encore tard pour un bon petit déjeuner. Aruna, jeune bijoutier, observe un régime médical difficile pour lui de ne manger ni sucré ni gras. Il est obligé de travailler toute la journée loin de la maison. Parce que le cher qui me dérange, donc j'évite certains manger. Bien manger, c'est manger sain. Et pour la plupart des ménages, l'approvisionnement vient du marché. Un lieu où la conservation et les conditions de vente laissent souvent à désirer. Ne pas avoir la possibilité de manger convenablement, de nombreux consommateurs y sont confrontés. On ne tient pas compte de ce qu'on mange, on travaille. Souvent à cause des clients, on laisse quelques temps pour manger. La nourriture qui est juste près de nous, là, c'est là on prend. Dans certains restaurants, bien cuire les aliments avant leur consommation, le principe est respecté, mais l'environnement pose problème. La volaille, tant prisée dans le ménage, est souvent traitée à la base dans des conditions sommaires. De même, les moulins, où sont écrasés plusieurs types d'aliments dans les mêmes supports. Des précautions souvent limites vu la répétition quotidienne des mêmes gestes. De quoi laisser les consommateurs quelque peu désabusés. La qualité, ça dépend de ton moyen. Ce que tu peux payer, tu payes. Il y a cependant de bonnes pratiques. Des commerçants disent à tenir compte des mesures d'hygiène. Comme ici sur le marché, il faut être prudent à cause des saletés, les mauvaises maladies, les bolas. Donc, je suis propre, je fais mon manger. La santé passe par une bonne alimentation, c'est connu. Mais il faut maintenir l'effort de sensibilisation. Déjà, il faut savoir que pour pouvoir bien manger, il faudrait être dans des bonnes conditions. Surtout la réalisation d'un aliment devrait englober, depuis la conception de l'aliment jusqu'à sa mise en vente, tout un circuit, tout un process. Et ce process doit être encadré normalement par des structures étatiques pour vérifier non seulement la qualité du repas, mais aussi les règles d'hygiène au niveau de la population pour leur permettre d'éviter toutes sortes d'infections sporadiques qui arrivent, surtout en période pluvieuse. La période pluvieuse est une période à risque parfois. Pour exemple, rappelons que de août à octobre 2014, la cité de Port-Bouët a connu une épidémie sporadique de choléra et de maladies diarrhéiques. Parlons santé toujours, ou plutôt de dispositifs sanitaires. Celui déployé au Sahara, le Salon de l'agriculture et des ressources animales. Le SAMU, le service d'aide médicale d'urgence, y a déployé 2 équipes médicales. Des dispositions sanitaires qui visent à assurer le bon déroulement du salon. Juliette Ouya. La santé également prioritaire au Salon de l'agriculture et des ressources animales 2015. Déjà, lorsque les visiteurs foulent le site de Port-Bouët, les hôtesses du Sahara 2015 leur conseillent le lavage des mains au gel hydroalcoolique. Prévention de la fièvre Ebola oblige. 2 équipes médicales avec chacune à sa tête, un médecin du service d'aide médicale d'urgence ont en charge l'assistance préhospitalière, notamment les victimes d'accidents ou d'affections soudaines. Et c'est surtout la journée de samedi où il y a eu quand même des cas de gastro-entérite, dû certainement à une intoxication alimentaire. Et ce sont les jeunes filles hôtesses là, qui étaient les victimes. Il y a eu environ 12 cas. Donc c'est ce qu'on a pu gérer jusque-là. Ces équipes médicales sillonnent le site du Sahara 2015 de 8h à 19h30. Elles sont aidées par 10 éléments du groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. 2 ambulances permettent de transporter les malades jusqu'à l'infirmerie aménagée pour la circonstance. Les véhicules du SAMU sont équipés d'un matériel d'urgence et de réanimation, notamment un moniteur, une bouteille d'oxygène et autres produits pharmaceutiques.
Pour les cas sérieux, il s'agit de les emmener urgemment dans le centre de santé le plus proche. Restons au Sahara pour parler de la question du financement de l'agriculture qui met en rapport trois protagonistes, État, banque et agriculteurs. Le financement relève à la base du métier de la banque. À elle incombe la responsabilité d'apprécier avec tout le professionnalisme requis les demandes qui lui sont soumises. Cependant, la présence de l'État en tant que facilitateur dans le processus est indispensable, lui qui a mis en place un programme national d'investissement de l'agriculture. On en parle avec Victorien Angwa. Le financement de l'agriculture comporte trois volets. Le financement des infrastructures lourdes qui est du ressort de la puissance publique, le financement de l'exploitation agricole qui est l'affaire du crédit agricole et le financement des services agricoles qui permet de fournir des services de recherche, de conseil, de formation aux producteurs et à leur organisation professionnelle. La question du financement des services agricoles demeure le nœud. Le crédit doit être structuré, le crédit doit être organisé, il y a des problèmes de taux d'intérêt, il y a des problèmes de garantie, etc. Mais c'est la profession bancaire, l'État et tous les acteurs qui doivent pouvoir trouver donc des solutions. Le financement relève à la base du métier de la banque. Un exercice plus aisé pour le banquier dans le cadre du négoce où il a affaire à des opérateurs mieux structurés et plus solides. Les banques estiment que l'agriculture est le secteur pourvoyeur de devises. Or, les paysans sont nombreux à évoluer hors secteur bancaire. Pour ce qui concerne que la campagne café-cacao, en 2013, il y a eu environ 1900 milliards qui ont été distribués. Il n'y a pas, après distribution, plus de 5% qui reviennent dans le circuit formel. Donc pour les banques, en fait, pour tout ce qui concerne en fait, des initiatives d'approche vis-à-vis du monde paysan, nous sommes partants parce que par derrière, ça nous permet en fait d'améliorer le taux de bancarisation de ces populations-là, afin qu'on puisse, les avoir dans notre système comme clients, collecter leurs dépôts et puis également augmenter notre capacité de transformation. Les États se sont engagés à Maputo à consacrer 10% de leur budget annuel au secteur agricole. En Côte d'Ivoire, l'agriculture représente 22% du produit intérieur brut et la part accordée au secteur est inférieure à 5%. En dehors du secteur de l'EVA, la banque est presque absente en amont. Nous avons négocié avec les partenaires techniques et financiers pour mettre en place des mécanismes transitoires qui leur permettent de pouvoir avoir des financements, mais avec un mode de reconstitution des intrants qui leur sont donnés. De façon durable, c'est d'avoir un fonds qui va permettre de financer directement les petites exploitations. Et nous avons pu obtenir ce fonds. L'État ivoirien a ouvert la voie depuis 1960 en opérant le choix de faire de l'agriculture sa priorité. La gestion des sociétés agricoles a certes été décriée, mais la vision était bonne et les leviers demeurent. Il faut simplement améliorer l'environnement. Dans tous les pays, c'est l'État qui ouvre la voie. C'est l'État qui crée le cadre. Et dès lors que des solutions seront apportées en fait, à l'adressage de ce point, il n'y a pas de raison que les banques ne prennent pas d'initiative en fait, pour accompagner ces structures-là. Elles le font déjà, mais de façon très marginale dans le secteur de l'EVA. Le Maroc est un exemple de réussite. Ce pays consacre déjà 15% de son budget à son agriculture. L'État doit être présent, l'État doit aider les petits agriculteurs et faire de manière à ce que les filières et les marchés soient organisés. L'État doit jouer un rôle de facilitateur en mettant la banque au cœur du processus. Entre autres mesures, la sécurisation du foncier rural, l'immatriculation des acteurs, une fiabilisation de la forme juridique des coopératives. La dernière loi sur les sociétés coopératives constitue un pas significatif. Au Salon de l'agriculture et des ressources animales, les visiteurs ont eu droit hier mardi à une séance de sensibilisation à la protection de l'environnement. Il s'agit pour l'Office ivoirien des parcs et réserves de poursuivre l'œuvre du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, notamment l'amélioration du cadre de vie. On retrouve Juliette Ouéa. La 3e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales a été l'occasion pour l'Office ivoirien des parcs et réserves de sensibiliser les visiteurs à la protection de l'environnement. Sur leur stand, les agents de l'OIPR invitent les populations à s'impliquer fortement dans le respect de l'environnement.
Amélioration du cadre de vie, salubrité, abattage des arbres et animaux, feux de brousse, autant de sujets au menu de la sensibilisation. L'Office ivoirien des parcs et réserves a un réseau de 8 parcs nationaux, 6 réserves naturelles réparties sur l'ensemble du territoire national. Il faut dire que ces parcs sont en train d'être aménagés actuellement pour booster l'écotourisme, mais aussi pour être préservés et servir dans le cadre du développement de l'agriculture. Il faut noter que ces aires protégées favorisent une certaine pluviométrie, propice donc à l'agriculture. Des prospectus et autres gadgets sont distribués gratuitement aux visiteurs. Un geste symbolique pour les emmener à contribuer aux efforts du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Voilà pour le chapitre Sarah. Une délégation du CCT, le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, conduite par son président François Albert Amicha, a échangé avec les responsabilités des collectivités décentralisées de la région du Nord-Pas-de-Calais en France. Il s'agissait pour le CCT de présenter un projet de coopération décentralisée avec ces structures. Mamadou Kouassi revient de France. Les élus locaux de l'espace UEMOA, bientôt étudiants de l'université de Lille 1 en France. La première université de cette ville s'engage à accompagner les collectivités territoriales de l'espace UEMOA dans le processus de développement local. Désormais, l'université de Lille 1 va contribuer au renforcement des capacités des élus locaux dans plusieurs domaines, notamment la coopération transfrontalière et la mise en œuvre de stratégies de développement. C'est un élément important puisque dans notre stratégie internationale, nous voulons continuer à travailler avec nos partenaires africains et donner du contenu à nos échanges universitaires qui sont parfois trop dissymétriques. C'est vraiment, comme vous l'avez dit justement, Monsieur le Président, de travailler ensemble et pas dans une vision nord-sud. Moi, c'est dans une vision de partenariat. Pour François Albert Amicha, président du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, cette nouvelle coopération s'inscrit dans la nouvelle dynamique adoptée par les collectivités en vue d'améliorer les conditions de vie de leurs administrés. Il était important pour nous d'avoir un accord cadre, d'avoir une convention cadre qui permet d'avoir cette relation. Ce master IPC est une chance pour les collectivités territoriales de l'espace UEMOA, à nous de pouvoir le saisir et d'aller dans ce nouveau concept que nous sommes en train de définir, la coopération décentralisée économique. Pour cette première phase, c'est une dizaine d'élus locaux accompagnés des techniciens de développement qui seront formés dans cette université. En outre, cette coopération permettra aux étudiants du département économie et management internationaux de cette université d'effectuer des stages pratiques dans nos collectivités. Mais avant cette signature de convention, des actions étaient déjà menées, notamment l'élaboration de la stratégie de mise en œuvre du projet Jacques Villeneuve avec la mairie et l'évaluation du programme d'appui à la politique de décentralisation au Togo. À l'avènement du virus Ebola, il y a un peu plus d'1 an, la frontière du Libéria avec ses pays voisins, la Sierra Leone et la Guinée, a été fermée. Cette fermeture a gravement affecté le commerce transfrontalier des femmes libériennes qui en dépendaient. Avec le recul d'Ebola, la situation n'est plus la même. La frontière a rouvert et les commerçantes libériennes s'efforcent à reprendre leur commerce pour soutenir leurs familles. On en parle avec Léon Bro. Bowatside, localité au nord-ouest du Libéria, à la frontière avec la Sierra Leone. Des femmes marchandisent sur la tête en provenance de Jandema, ville sierra-léonaise. D'autres personnes au poste de santé frontalier passent au contrôle. Tous sont des commerçants. Ils ont repris de l'activité avec la réouverture de la frontière grâce au recul d'Ebola. Quand je viens ici, la voiture m'emmène de Monrovia directement à la frontière. Ensuite, je prends la moto et je vais jusqu'à Jandema où je fais mes affaires. Et j'achète du gari et du mois et je les rapporte et retourne à mon... Avec la reprise du commerce transfrontalier, ce sont les villes aux frontières entre le Libéria et la Sierra Leone qui renouent avec leur trafic intense de marchandises, commerçants et voyageurs. Ce qui avait manqué au plus fort de l'épidémie de la fièvre à virus Ebola, plombant ainsi les revenus des familles. Ebola a affecté mon entreprise. Mes revenus ont même diminué parce que venir de Monrovia jusqu'à la frontière était très cher. Parfois, lorsque nous venons, nous passons plus de temps à clé. Et parfois, ils ne peuvent même pas nous laisser passer et revenir. Donc, c'était un peu difficile pour moi. The town was setting
Pendant ce temps, nous étions assis à la maison. Ils nous ont dit que nous devions rester à la maison. Nous étions assis et consommions notre argent, pas d'amélioration. Ceci relève du passé, même si la vigilance est encore de mise aux frontières entre le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. L'on craint toujours une résurgence de la fièvre à virus Ebola qui a fait dans ces trois pays environ 11 000 morts sur plus de 25 000 cas recensés. Un mot de culture dans ce journal. L'authenticité du Popo Carnaval de Beaunois face au développement. C'est donc le thème de la 35e édition du Popo Carnaval de Beaunois. La cérémonie de lancement a eu lieu hier après-midi à Beaunois en présence du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama. Pendant 2 semaines, donc, il sera question de mettre en valeur le potentiel traditionnel des Abourés en matière de danse, d'instruments et de musique. Reportage signé Grace Kando. C'est sous ce fromager qui retrace un pan de l'histoire du peuple abouré de Beaunois qu'a été lancée la 35e édition du Popo Carnaval de Beaunois. Pendant 2 semaines, il sera question de mettre en exergue les valeurs culturelles et artistiques des Abourés en particulier et du Sud Comoé en général. Cette foire est une plateforme offerte à tous nos partenaires et sponsors de présenter et vendre aux 5000 visiteurs par jour leurs produits à des prix promotionnels. L'Abouré n'est pas beaucoup, donc il faut se faire, quand on n'est pas beaucoup, il faut se faire connaître. Donc ça permet de nous faire découvrir et nous aussi de découvrir la culture d'autres peuples. L'initiative du peuple abouré est saluée par le ministre de la Culture et de la Francophonie. Maurice Kwaku Bandama exhorte par ailleurs à la création de festivals. Nous avons lancé ces appels aux élus, principalement aux maires et aux présidents des conseils régionaux, pour qu'ils initient des festivals dans leur région. Cet appel est entendu, puisque les festivals qui étaient en souffrance ont pu être réveillés et de nouveaux festivals sont en création à travers la Côte d'Ivoire. Le ministère de la Culture et de la Francophonie a toujours apporté son soutien au Popo Carnaval de Beaunois. Cette année, ce sont 7 millions de francs CFA qui ont été remis au comité d'organisation. Plusieurs activités sont prévues, notamment un festival de danse traditionnelle, un défilé carnavalesque et un concours à Oulaba. Culture, toujours, direction d'Aoukro pour parler du FICAD, le Festival international de la culture et des arts de d'Aoukro qui a pris fin samedi dernier. On en parle avec Pargasso Rokone. Akou Kamik élu Miss FICAD édition 2015, Kwasi Koti Laetitia et Kwame Priska Dominique élus respectivement première et deuxième dauphine. Avant leurs différents passages en tenue de soirée, tenue traditionnelle et tenue de vérité, les 12 candidates ont adressé des messages de paix et de cohésion dans leurs langues respectives. Marraine de ce concours de beauté, Henriette Konambédié a félicité et encouragé les Miss. Après le défoulement de ce soir, soyez des filles modèles qui savent ce qu'elles veulent pour être dignes de leur vie. Pour ce soir, je vous souhaite beaucoup de courage et réussite. Les reines de la beauté du FICAD 2015 ont également reçu les encouragements des autorités, des partenaires et des organisateurs. Nous sommes un peu culminants du FICAD, la soirée de beauté. Il va y avoir défilé les 12 belles filles de cette soirée. On va choisir 3 parmi elles. Défilé de mode et humour, des étapes qui ont égayé le public. Ça va arriver, c'est maintenant, on va du soro. À côté du concours Miss, un concert organisé à la place Henri Konambédié de Daoukro a tenu les festivaliers en haleine. Que le spectacle est beau, la musique qu'on propose est bonne, l'ambiance est bonne, donc je me sens bien, donc je crois que tout le monde se sent bien à Daoukro. La Miss et les 2 dauphines ont été reçues par le couple Bédié à leur résidence de Daoukro. 2 millions de francs CFA, c'est la somme offerte par le président Henri Konambédié et son épouse aux organisateurs du FICAD et aux 3 belles filles de la 11e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. La suite du programme, c'est avec Eric Sekongo.